Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Je vous parle dans le cadre du blog de l'Amicale des arts, de la musique et des sciences de Laval que j'ai fondé depuis plus d'une vingtaine d'années, en fait 25 ans. Et je vais vous parler rapidement d'une sonate de Beethoven que j'aime beaucoup, la sonate Amer Klavir. La sonate Amer Klavir est une des dernières sonates de Beethoven et c'est une sonate qui est jouée par tous les grands pianistes, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Ça donne beaucoup de pain sur la planche de chaque pianiste. Elle est monumentale et on peut la comparer dans l'œuvre de Beethoven à la 9e symphonie de Beethoven. Alors si on parle de complexité, de profondeur de structure, de profondeur architecturale, cette sonate est vraiment pour le pianiste ce qu'est la 9e symphonie de Beethoven pour le chef d'orchestre. Le premier pianiste qu'on a connu capable de la jouer, parce que ça prend une grande capacité pianistique pour la jouer, c'est Franz Liszt, qui est un compositeur. Alors Franz Liszt a joué pour la première fois cette sonate, et ensuite une pléiade de virtuoses se sont succédés. C'est une des seules sonates de Beethoven où Beethoven a pris le temps de spécifier des choses au niveau métronomique. Donc, des spécifications métronomiques. Et je dois vous dire que le temps chez Beethoven est conçu de façon fort différente. En fait, les pianistes, de façon générale, ne tiennent pas compte des spécifications métronomiques puisque c'est joué beaucoup plus lent que ce que Beethoven spécifie. Les pianistes vont vous dire, si on suit les spécifications, on va enlever de l'âme à la sonate et elle sera injouable, elle va être très difficile à jouer. Effectivement, lorsqu'on augmente la vélocité, les sons se succèdent à une vitesse vertigineuse, mais ça enlève cette espèce de poids de plomb qu'a cette sonate quand elle est jouée trop lentement. Alors, il y a des pianistes qui la jouent avec une tendance trop romantique. Vous savez, depuis les éditions modernes, plus fidèles aux principes musicologiques des symphonies de Beethoven, on s'est mis à jouer des symphonies de Beethoven en ramenant Beethoven vers ses coéquipiers qui sont les classiques. Hein, on parle de la période classique en musique classique. Je vous rappelle que c'est la période de Gluck, Mozart, Haydn. Beethoven est un classique aussi, mais il est un des classiques qui fait la fin et donc la transition entre le classicisme de Mozart, Haydn et Gluck et le romantisme. Hein, on parle des romantiques, par exemple, Brahms, Schubert, etc. Et donc, les compositeurs qui viennent après Beethoven ont privilégié l'expression des sentiments sur la structure de la musique. Tandis que chez Beethoven encore, et les
classique, c'est l'expression de la structure telle qu'on l'a héritée de la musique classique que l'on privilégie, hein, la forme sonate, par exemple. Je vous ai dit que chez Beethoven, et pour le reste dans l'ensemble de ses interprètes, donc les pianistes, il y a une espèce de mésentente sur le temps qu'on doit mettre dans le rendu de cette sonate-là. Donc, les spécifications du métronome de Beethoven ne sont pas vraiment acceptées par plusieurs pianistes. Et ça, c'est étrange. Et là, je vous mets en réflexion, mais c'est une réflexion en tout cas que j'ai sur Beethoven, c'est que le temps chez Beethoven, c'est une structure un peu différente du temps chez les classiques, les autres classiques. Je veux dire, la métrique chez Haydn, c'est impérieux dans ses symphonies et c'est vraiment, là, je dirais, la dictature de la métrique et de la battue des temps. Tandis que chez Beethoven, il y a pas cette dictature-là. D'ailleurs, Haydn est beaucoup plus esclave de ses mécènes que Beethoven l'est. Donc, il y a un esprit plus libre chez Beethoven. Beethoven, c'est le premier musicien libre dans l'histoire de la musique, qui a été capable de s'affranchir des bailleurs de fonds pour écrire de la musique en soi. C'est étrange que je vous dise ça dans la Hammerklavier, parce que la Hammerklavier, il s'en plaint lui-même qu'il a dû l'écrire un peu pour gagner sa vie. Il l'a dédié à l'archiduc Rodolphe. Puis, il y a des traditions qui disent que le premier thème, pam, padam, padam, pam, c'est Viva, Viva Rodolphus. Donc, ça serait une espèce de viva à l'archiduc Rodolphe. Donc, ça serait très inféodant pour du Beethoven, puisque c'est le musicien qu'on trouve le plus libre de son époque. Le premier musicien au sens moderne du terme. Alors, si je reviens donc au temps, je vous dirais que la relation que Beethoven a au temps, d'abord c'est un Beethoven qui est non-entendant qui écrit ça. C'est pas le Beethoven entendant des premières œuvres, des premières symphonies, entre autres. C'est le Beethoven de fin de vie, qui est non-entendant complètement. Alors, c'est un Beethoven qui écrit et qui s'insère une baguette, là, si je prends une règle comme ça, il l'insère dans sa bouche, entre ses dents, et il insère l'extrémité du petit bâton de bois et referme le couvercle du piano, et par la transmission des vibrations à travers le morceau de bois, il entend, en tout cas c'est une forme de captation de la vibration dans son infrastructure crânienne, dans les os du crâne. Alors c'est déjà là, la fonction de l'ouïe n'étant plus là, et la relation que Beethoven établit en écrivant sa sonate et en jouant des bouts sur son piano, c'est une relation de vibration sonore. Et c'est plus déjà une vibration telle qu'elle est perçue par un tympan humain. Et que Beethoven a insisté, parce que là, il était très très précis. Normalement, Beethoven n'est pas obsédé par l'aspect du temps dans une œuvre, mais là, il insiste, il donne des précisions métronomiques. Il y a quelque chose là qui me laisse songeur. Je vous dirais que le temps chez Beethoven, c'est un peu comme le temps chez Einstein. Hein? Einstein a à un moment donné, en découvrant que E égale MC2, a ouvert une fenêtre d'opportunité pour concevoir le temps, l'énergie, les mouvements vibratoires, la dimension dans l'univers comme étant quelque chose de relatif. Ben, je vous dirais que le temps est relatif dans cette sonate Hammerklavier. Tellement relatif qu'il faille des indications métronomiques pour se recentrer sur l'importance d'une convention dans le temps. Le Beethoven de fin de vie, le temps est relatif et la relation à l'œuvre, parce qu'il n'entend plus, est très différente. Je vous rappelle que lorsqu'il a
diriger la 9e symphonie. Il était pauvre, il n'était pas habillé pour la circonstance. Je me souviens que d'avoir lu qu'on lui avait mis une redingote verte en feutre vert pour diriger l'orchestre. Et comme il n'entendait pas ce qu'il dirigeait, à ce moment-là, on avait mis un deuxième chef, un second chef à côté de lui, qui dirigeait l'orchestre. Et à un moment donné, on a relevé la tête de Beethoven parce que lui continuait à diriger. Et l'orchestre avait fini de jouer, puis on l'a retourné de bord pour le présenter à l'assistance. Et là, les gens applaudissaient. Il était saisi, parce que lui était encore dans son œuvre. Alors, la relation de Beethoven à la métrique et au temps est très, très différente dans sa fin de vie. Puis, vous allez me dire, ah ben oui, mais là, c'est pas tellement au niveau conceptuel du temps que c'est différent. C'est une relation incapacitante parce que c'est un monsieur qui n'entend plus, puis qui est vieillissant, puis Moi, je pense que oui, il y a probablement un aspect qui est comme ça, là, un aspect incapacitant, un aspect d'une personne qui subit un handicap sonore et qui est musicien, mais il entend la musique dans sa tête. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la musique que Beethoven entend dans sa tête et le temps qu'il a régi n'est plus ce temps métronomique que les musiciens connaissent. Et dans un sens, là, je vais faire de la philosophie, évidemment, mais je vous dirais qu'il ne peut plus l'être parce que le Beethoven de fin de vie, des dernières œuvres, c'est un Beethoven qui s'échappe du temps, qui n'appartient plus au temps. Comme l'Einstein, à partir de la théorie de la relativité, il échappe lui aussi au temps. Et c'est ce qui fait que les applications des théories d'Einstein commencent à peine à être appliquées après sa mort. C'est la même chose chez Beethoven. Le Beethoven compositeur a commencé à être compris bien après la mort de Beethoven, même s'il a été apprécié de son temps. Alors, donc, je vous dirais que la relation que Beethoven a au temps, à l'espace, à l'énergie vibratoire de la musique, elle est toute différente de celle que vous et moi avons. De là, cette espèce de gap intense, immense de la Hammerklavier. De là, ma fascination. Vous imaginez, il y a une espèce de rupture dans l'espace-temps dans la Hammerklavier. Et il y a une rupture de compréhension entre notre monde, nous, les entendants, et ceux qui sont dans le paradigme actuel, et lui, qui est dans un paradigme ancien, hein, qui était le paradigme de l'époque de Bonaparte, par exemple, et qui appartient lui-même à un temps différent de l'école de pensée dans laquelle il est. C'est un classique, mais en rupture de banc avec le classicisme, qui déjà se permet des choses au niveau de la structure. La sonate comme telle, elle n'est pas si différente des dictats de Haydn. Hein. Ici, je vois dans un texte, on dit « La Hammerklavier se conforme encore aux grands principes formels hérités de Haydn. Elle comprend en effet les 4 mouvements traditionnels. Écrire une fugue comme finale n'avait rien d'extraordinaire. Hein. Elle termine avec une fugue. Même si cela restait relativement peu fréquent, mais elle leur donne des dimensions gigantesques, inouïes. Les proportions au sein de chaque mouvement et entre les mouvements ne sont pas fondamentalement bouleversées par rapport à Haydn ou aux sonates antérieures de Beethoven, mais l'échelle n'est plus la même. » Ça, c'est Marc Vignal qui écrivait ça. Oui, moi je vous dirais que le Beethoven de la Hammerklavier, il appartient à une autre échelle de temps, qui n'est pas notre échelle de temps. Alors même lorsqu'il se donne la peine d'écrire des précisions métronomiques, ce qu'il n'avait pas besoin avant, en les écrivant même, il vous explique qu'il n'appartient plus à la même échelle de temps, et là, qu'il est obligé de vous donner des repères métronomiques à l'intérieur même de son texte. Donc, les divisions des temps dans le texte, la valeur des notes, de la rythmique, de la battue habituelle, ne sont plus suffisants.
on est obligé de s'en référer à un appareil qui est le métronome. Encore là, vous allez me dire, ben oui, mais Pierre, il entend plus. Donc là, il a besoin lui-même de... Non, dans les sonates avant puis les sonates après, il donne pas de précision métronomique. Il le fait dans la hammer clavier. C'est fascinant. Je suis fasciné par cette œuvre-là. C'est une œuvre à laquelle je suis très attaché. Même si elle est très complexe. Les gens méchants vous diraient que la hammer clavier, c'est une œuvre qui est vénérée mais peu aimée. Peut-être que je vous dirais que c'est une œuvre vénérable qui est mal aimée. Ça, c'est une autre affaire. Je la trouve vénérable, la hammer clavier, et c'est une des sonates qui me fascine le plus chez Beethoven. Et c'est une des sonates que je trouve fascinante aussi lorsqu'elle est interprétée par différents pianistes. Les interprétations que je préfère de la hammer clavier, ce sont les interprétations de Brendel, par exemple. Alfred Brendel est une espèce de philosophe du piano de Beethoven. Il a enregistré plusieurs fois toutes les sonates de Beethoven. Alors, la hammer clavier par Brendel, un peu assez lente, du moins au début du premier mouvement, mais c'est un Beethoven très songé chez Brendel. Il y a beaucoup d'autres pianistes qui m'intéressent, évidemment. Le vieux Wilhelm Kempff, je dis le vieux Wilhelm Kempff, enfin, bon, il est décédé, Wilhelm Kempff, mais bon, la vision de Wilhelm Kempff pour la hammer clavier. La vision aussi d'un pianiste plus jeune comme Maurizio Pollini. Ça me fait un peu sourire parce que pour les jeunes qui entendent ça, ils se disaient Maurizio Pollini, c'est un vieux pianiste maintenant. Oui, mais moi, je suis né en 1957. Moi, je l'ai connu jeune. Ça a déjà été Maurizio Pollini, chez un vieux comme moi, un pianiste de la nouvelle génération. Maurizio Pollini, qui amène une dimension foudroyante à la hammer clavier. J'adore sa vision à lui. Il y a beaucoup d'autres pianistes que j'aime avec la hammer clavier. Donc là, je vous ai parlé de Kempff, Brendel, Pollini. Ça a été enregistré à peu près par tous les grands pianistes, cette sonate-là. Et chacun, dans sa propre mesure, a apporté un discours qui est complémentaire à celui des autres sur cette sonate. Donc, vous pourriez avoir 8, 9, 10, 12 différentes interprétations de cette sonate-là par des pianistes venant de différentes écoles, de différentes époques, et vous seriez encore très surpris de ce que vous entendriez. Donc, une œuvre qui mérite d'être commentée, glosée par des interprétations différentes, de pianistes différents, et vous allez voir, chaque interprétation est nutritive, vient vous apporter quelque chose. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que c'est une œuvre difficile à jouer, donc ça a pris la dextérité, le talent de concertiste de Franz Liszt pour la révéler au monde. Et puis, c'est une œuvre dont l'architecture est vraiment impressionnante. Et comme c'est une œuvre aussi de nécessité, parce qu'il fallait manger, les 4 parties de l'œuvre ont été faites à des moments différents, à des intensités différentes, avec des intentions différentes. C'est une œuvre qui est évidemment unifiée parce que c'est l'esprit de Beethoven qui l'a conçu, puis c'est un Beethoven de la dernière manière, de la manière la plus profonde de sa vie. Donc, l'œuvre comme telle a une unité organique parce que ce Beethoven-là était unifiant. C'était un Beethoven fulgurant, foudroyant là-dessus. Mais en même temps, chaque mouvement de la hammer clavier est un univers en soi. Alors, quand on parle des mouvements de la hammer clavier, on parle d'un allegro, un scherzo, un adagio sostenuto et un largo allegro risoluto. Sous la direction de François-René Tranchefort, dans Fayard, les indispensables de la musique. Alors, on dit ici, le premier mouvement,
Prélude par un motif d'accord surgi d'une pédale de si bémol en un saut de double octave. Le ton est héroïque d'une remarquable énergie rythmique, telle une formidable explosion de volonté. Ce motif est redit immédiatement à la tierce supérieure. Badam, 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 bam. Badam, 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 bam. Ce motif-là, c'est un statement. Alors, il y en a qui voient là-dedans Viva, Viva Rodolphus, une espèce de Viva à l'archiduc Rodolphe, pour lesquels l'œuvre était dédicacée. Et je pense que ça vaut beaucoup plus loin que ça. C'est un statement comme la thématique des mouvements du concerto, le 5e concerto de Beethoven de l'Empereur. Ça aussi, c'est un statement. Il y a des déclarations qui sont intentionnelles à bout portant dans la littérature musicale de Beethoven. Et ce thème du premier mouvement de la Hammerklavier est fulgurant, foudroyant là-dessus. Alors, si je ne l'analyse pas, je vais juste vous mettre l'eau à la bouche. Parce que si j'analyse le premier mouvement, premièrement, je vais faire beaucoup de lectures, parce que je vais surpasser ma compétence en tant que musicophile, que mélomane. Donc, je vais devoir vous lire beaucoup de passages, puis après ça, vous les expliquer. Et je vais prendre 1h30 pour vous parler de la Hammerklavier. Je vais quasiment être contraint à vous lire quasiment tout ce qu'on dit là-dedans, parce que tout est essentiel. Donc, je vais juste vous parler de l'amorce des mouvements. Le deuxième mouvement, Assai Vivace, un scherzo. Alors, je vous rappelle qu'un scherzo, il a au centre un trio, comme le noyau d'une pêche. Donc, il y a la chair de la pêche, le noyau au centre, puis ensuite, le retour vers la chair de la pêche. Alors, tendu, concentré à l'extrême, il substitue à l'ampleur, à la puissance expressive de l'allegro, de nouvelles forces obtenues par la nervosité rythmique et la fragmentation des motifs. Le thème principal lui-même se décompose en 6 segments qui sont autant d'étincelles rythmiques du dessin initial. Saut de tierce ascendant et descendant, rompus par 2 accords fortés. Cette fragmentation crée une atmosphère spectrale. Alors, il faut vraiment écouter l'œuvre. C'est pour ça que, après cette vidéo-là, je vous mets, en fait, cette vidéo-là est au-dessus des vidéos pour lesquelles vous pouvez entendre des pianistes en train de jouer l'œuvre. Donc, c'est une vidéo d'accompagnement qui accompagne les vidéos des pianistes que je vous ai choisis et qui jouent l'œuvre. Et j'ai même mis une conférence d'un pianiste qui est essentiel sur la Hammerklavier et qui vous en joue des extraits et qui vous le commente en même temps. Alors, le troisième mouvement, Adagio sostenuto, en fa dièse mineur, il est indiqué appassionato et con molto sentimento. Il compte certainement parmi les plus beaux mouvements de sonate jamais écrits, serait-ce même le plus beau et sans équivalent dans toute la littérature pianistique. Alors, c'est à vous de juger en tant qu'auditeur, mais c'est vraiment quelque chose. Et le largo à la fin, un mystérieux largo qui succède après une pause, fait fonction de transition vers la fugue finale. Et c'est là qu'on voit que Beethoven a voulu replonger dans les traités de Jean-Sébastien Bach pour sa fugue. Et tous les processus de la fugue, ils sont pratiquement exposés, là. Les effets miroirs, les effets d'inversement des phrases musicales. Alors, ce qui fait que la musique devient assez complexe, mais d'une grande profondeur. Et il y a même un effet un peu choral là-dedans aussi. Alors, il y a une espèce de chorale là-dedans. Donc, il y a un aspect un peu mystique et religieux aussi là-dedans. Alors,
Transition, introduction, point d'arrivée, point de départ, c'est ce que s'est demandé André Boukourocliev. On croit y voir un instant l'improvisateur, l'image de la main qui tâtonne dans l'obscurité, cherchant une issue, émergeant lentement de l'informel, ce rêve éveillé s'incarne tour à tour dans des archétypes divers de l'écriture musicale, vision de style surgit de la mémoire. Oui, il y a une espèce de synthèse de sa musique dans ce dernier mouvement-là, et cette fugue. Grande fugue, extraordinaire, avec un thème assez complexe. On se souvient que les thèmes des fugues chez Jean-Sébastien Bach sont plutôt courts. Et là, c'est le contraire. C'est une fugue très élaborée, et en même temps surprenante, qui se termine un peu comme si on frappait un métal en fusion, ou presque en fusion, une barre de métal rouge avec un marteau de forgeron, et que vous voyez les étincelles. Cette fugue-là se termine comme des jets d'étincelles extraits du corpus même de la fugue. C'est assez particulier, c'est assez fulgurant, c'est titanesque. Je vous dirais que le traitement de la fugue, et puis la fin, assez imprévisible, c'est vraiment titanesque. Ça a quelque chose de cinématographique quelque part. Alors, je ne sais pas si je vous ai un petit peu intéressé concernant la mère Clavier. Je veux juste revenir à un moment donné pour vous donner au tout début les dates, là. Alors, immense sonate opus 106 dans ses proportions et sa durée, ok, fut esquissée vers la fin de 1817, écrite véritablement à partir de juin 1818, notamment durant l'été à Mödling, terminée en 1819 et aussi publiée aussitôt en septembre de cette même année par Artaria à Vienne, avec une dédicace à l'archiduc Rodolphe d'Autriche. Vous savez, la dénomination même de la mère Clavier, le fait qu'on dise que c'est une sonate pour piano forte, presque toutes les sonates de Beethoven, en fait, toutes les sonates de Beethoven pourraient être indiquées pour piano forte. Et pourtant, il ne l'a pas fait dans plusieurs. Il y a des éditeurs de Beethoven qui mettaient sonate pour le piano forte de Monsieur Beethoven et tout ça. Mais de façon générale, Beethoven n'a jamais tenu à le dire. Et là, tout d'un coup, il le spécifie. J'en perds mon latin, moi. Pourquoi spécifier à une époque où à peu près l'ensemble du corpus des sonates était pour piano forte? Est-ce qu'il indiquait là que c'est une sonate qui est encore plus liée aux possibilités et à l'infrastructure même de l'instrument? Et de là, la nécessité d'avoir des indications métronomiques, et de là aussi la nécessité de nous donner un guide face à une personne qui ne possède plus la même notion du temps qu'elle possédait quand elle était jeune et que nous possédons. Beethoven, à la fin de sa vie, parce qu'il s'était isolé sociétalement, en devenant sourd, en faisant de la presbycousie, à un moment donné, il avait tellement peur que les gens l'empêchent de gagner sa vie parce que qu'est-ce que c'est qu'un musicien qui n'entend pas ce qu'il écrit? Alors à ce moment-là, pour éviter les critiques, il s'est retiré de la société, il devenait de plus en plus bourru, il avait un caractère, et je pense qu'il se servait de son caractère un peu bourru pour justement éloigner les gens ne se rendent pas compte que le grand compositeur n'entendait plus. Mais quand on s'isole de l'humanité, est-ce que on ne devient pas par le fait même un peu désorienté dans le temps et l'espace? Est-ce que ça ne fait pas ressembler ce compositeur classique? Vous savez, la période classique, comme je vous dis, c'est la prépondérance des règles et évidemment la dictature du temps. Est-ce que ça ne fait pas ressembler
ce compositeur-là a une espèce d'extraterrestre par rapport aux autres compositeurs classiques de son époque, ceux qui l'ont précédé, entre autres. Je vous rappelle que Beethoven est allé, quand il était jeune, embrasser la main de Haydn, qu'il appelait un peu Papa Haydn. À des moments donnés, c'était Papa Haydn, puis à d'autres moments donnés, il trouvait Haydn imbuvable et il parlait contre Haydn. Et il s'en défendait bien. Mais c'est quand même cette espèce de prépondérance du temps chez Haydn dont Beethoven s'affranchit peu à peu. Je vous dirais que, en conclusion, pourquoi j'aime beaucoup la Hammerklavier? Évidemment, pour la beauté incommensurable de sa musique, pour sa complicité avec les gens qui ne pensent pas comme la majorité des gens. C'est une sonate qui, toute appartenant à son époque, est aussi marginale. Et sa marginalité, je la trouve intéressante. Ce que j'aime aussi, c'est que elle est écrite pour les martiens comme moi. Et comme d'autres amateurs de musique qui... Nous sommes un peu sur la planète Mars, plusieurs des amateurs de musique. La musique classique en général n'a pas bonne presse. Maintenant, c'est de moins en moins écouté. Je vous rappelle que j'écoute aussi du pop, de l'indie, que j'écoute du rock, que j'écoute du jazz, que j'écoute de la musique pour orgue ou autre. Mais quand même, les amateurs de musique classique et le marché de la musique classique en ce moment, en 2014, est un des marchés qui souffre le plus dans le monde de la musique. Alors, c'est de moins en moins vendeur. Ça ressemble de plus en plus à de la musique de vieux comme moi. Les jeunes ne viennent pas beaucoup vers la musique classique. Il y en a encore, mais il y en a moins qu'à mon époque. Donc, ce que j'aime dans la Hammerklavier, c'est qu'elle est transcendante. C'est à la fois une musique qui est compliquée, donc il faut l'écouter seul. On peut pas laver la vaisselle, être en train de faire des travaux et écouter la Hammerklavier, parce que ça va devenir à un moment donné, par certains moments, à cause de la complexité de l'œuvre, et c'est une œuvre qui nous interpelle beaucoup, ça va devenir une distraction ou un brouhaha. Là. À un moment donné, ça devient un ensemble de bruits sonores, parce que l'œuvre est exigeante. La Hammerklavier, c'est une œuvre exigeante. Elle exige toute notre attention et notre écoute par sa grande intériorité, et aussi parce que c'est une œuvre qui s'impose. C'est comme un maître à penser. Il y a une espèce de traité de philosophie implicite, sous-jacent, d'inscrit dans la Hammerklavier. Je pense que la Hammerklavier, elle fait le commentaire de tout un paradigme qui est celui de Beethoven. Et elle fait le commentaire aussi de la période de la musique classique qui était terminée. Hein? Après Beethoven, après la mort de Beethoven, c'est le romantisme. Donc, c'est le premier post-romantique, puis le dernier des classiques, Beethoven. C'est tout ça en même temps, puis le premier musicien totalement libre d'écrire et de faire de la musique dans le but de faire de la musique. C'est pas toujours de la musique qui est subventionnée. Et même dans sa musique subventionnée, même dans cette musique-là, il y a un coefficient de liberté extraordinaire. Alors, je vous dirais que c'est la musique qui ressemble le plus à la conception mécanique et cosmogonique de Albert Einstein, par exemple, au niveau de la physique moderne. Alors, c'est une musique qui est aussi beaucoup plus près, bien qu'elle soit très organisée. Je pense à la fugue, par exemple, qui est très organisée. Je pense à la fin de la fugue, qui correspond beaucoup plus à la géométrie fractale que les mathématiques ordinaires ou que la géométrie classique. Alors, c'est beaucoup plus chaotique, la fin de cette fugue-là. Donc, quand on pense à un compositeur qui se place un peu comme Einstein, à l'intérieur et hors du temps,
et qui se donnent des points d'observation dans le réel qui sont très loin les uns des autres et qui changent à l'intérieur même de chaque mouvement la perspective qu'on a sur le temps. Quand une œuvre aussi dépasse le paradigme dans lequel elle est inscrite, c'est une œuvre un peu assise en deux chaises, cette sonate-là. C'est incroyablement nutritif parce qu'elle appartient à deux modes de pensée, là. Quand on pense qu'un paradigme musical, ça résume un peu les conditions sociales, économiques, politiques, culturelles, géopolitiques, scientifiques, philosophiques d'une époque. Ben, c'est une œuvre qui est migratoire, qui est entre deux paradigmes. Celui qui est en train de mourir de l'époque classique et celui qui est en train de naître de l'époque romantique. Et ce sont deux espèces de sphères qui viennent se croiser. C'est un peu comme une éclipse. Je dirais que la Hammer Clavier, c'est un éclipse de classicisme. Alors, la planète classique rencontre une nouvelle lune qui est la lune de la période romantique et qui est héritière, cette lune-là, de toute l'écriture contrapuntique de Jean-Sébastien Bach. Alors là, on est dans une écriture harmonique qui est une écriture qui est beaucoup plus verticale et qui se termine avec une écriture qui est horizontale, qui est l'écriture contrapuntique de Jean-Sébastien Bach, mais dans une philosophie qui appartient à un autre monde, à un autre espace-temps, celui de la géométrie fractale. Et c'est ça qui fait que la Hammer Clavier est une sonate transcendante, comme les théories de Albert Einstein. J'espère que j'ai piqué votre curiosité et que vous allez vous permettre de l'écouter. Celle selon mon cœur, c'est avec Maurizio Pollini. Celle selon mon cœur. Les dernières sonates de Beethoven avec Pollini sur Deutsche Grammophon, c'est un plaisir incroyable, d'une grande profondeur. Quel artiste, Maurizio Pollini. C'est un bonhomme qui a la sensibilité de Chopin et la rationalité de Beethoven. En plus, c'est un gars de gauche, Maurizio Pollini, je vous rappelle que c'est un pianiste qui allait jouer dans les usines pour les travailleurs, dans le début de sa carrière, pour amener l'art vers les gens des masses populaires et vers les classes les plus pauvres, les classes ouvrières d'Italie. Alors, c'est un bonhomme qui a à la fois un souci didactique, un souci de permettre aux gens d'accéder à la beauté des œuvres classiques. Et c'était cette espèce de souci qui m'a animé pendant les 25 ans où j'ai animé l'Amicale des Arts, de la Musique et des Sciences de Laval, où on a, soir après soir, sur Beethoven, j'avais donné une série d'une 30aine de causeries. Et où on avait analysé l'œuvre de Beethoven. On a fait la même chose pour Mozart, pour Bach et tout ça. Et il y a ça aussi. J'ai ce souci d'essayer de transmettre l'espèce de feu sacré de la musique classique aux gens. De vous intriguer un peu, d'aller vous donner le défi de vouloir découvrir à votre échelle à vous, avec vos référentiels à vous, avec votre propre culture à vous, vos goûts à vous, des œuvres de musique classique. C'est sûr que je suis pas bien gentil, là, parce que la première petite causerie que je vous donne, c'est sur la Hammer Clavier, qui n'est pas une œuvre facile chez Beethoven. J'aurais pu facilement vous introduire à une sonate pour piano, où là, la beauté, l'harmonie de l'œuvre comme telle, la facilité d'écoute est beaucoup plus évidente. La Hammer Clavier, c'est une sonate qui est très longue, une des plus longues de Beethoven, et c'est une sonate qui est complexe. Mais attention, complexe ne veut pas dire compliqué. Compliqué, c'est quelque chose de difficile à aborder. Complexe, c'est le fait que l'ensemble des éléments peuvent être quand même relativement simples, mais c'est la juxtaposition de ces éléments-là qui donne une certaine ampleur et un certain travail intellectuel. Alors, c'est une œuvre qui est complexe, ça je l'avoue. Compliqué, je ne pense pas. Je pense pas que dans son ensemble, Beethoven soit compliqué.
Beethoven, c'est un des compositeurs qui a eu, avec Bach et Mozart, beaucoup de succès auprès d'une audience populaire parce que justement, ça s'entend bien, ça s'écoute bien. Les œuvres de Beethoven sont éclairées de l'intérieur, un peu comme un vitrail, comme si vous passiez le soir devant une église dont toutes les lumières seraient allumées et vous verriez de l'extérieur la beauté des vitraux. Les œuvres de Beethoven possèdent leur propre éclairage interne, ce qui n'est pas vrai pour tous les compositeurs. Il y a des compositeurs où il faut vraiment se mettre à l'étude des œuvres pour les comprendre parce que elles ne sont pas phosphorescentes, fluorescentes comme les œuvres de Beethoven. Alors quand même, oui, vous allez avoir, si c'est la première sonate de Beethoven que vous écoutez, la Hammer Clavier, bien, bonne chance. Vous pourrez à ce moment-là me demander des conseils, là. Vous pourriez m'écrire, puis me demander quelques suggestions. Mais si c'est pas la première sonate de Beethoven que vous écoutez, eh bien là, vous allez entrer dans un temple avec un maître à penser incommensurable, dilaté à la proportion de l'univers. C'est aussi gigantesque que la loi de complexité-conscience chez Teilhard de Chardin. Et il y a quelque chose dans la Hammer Clavier qui est à la fois, tiens, la mode est à la laïcité, alors c'est peut-être le temple de la laïcité, la Hammer Clavier. C'est une sonate laïque, ça c'est le cas de le dire. Même si il y a une espèce de chorale à la fin, c'est une sonate qui est peut-être le triomphe de l'esprit critique et de la laïcité. Alors, bonne écoute de la Hammer Clavier, fantastique sonate. Sonate de chevet, toute ma vie. Moi, mon recueil de poèmes préféré, c'est Regards et jeux dans l'espace. Et la Hammer Clavier, je vous dirais que c'est un peu comme un recueil aussi. C'est pas ma sonate préférée de toutes les sonates dans le monde des sonates pour piano, mais c'est certainement chez Beethoven une de mes sonates préférées, avec plusieurs autres, je dois l'avouer. Bonne écoute, et n'oubliez pas que dans mon vlog de l'Amicale des Arts, de la Musique et des Sciences, je mets plusieurs pianistes en train de l'interpréter. Donc, vous pouvez comparer les interprétations. Et si vous voulez vous en donner la peine, moi, ce que je ferais, c'est que je me les taperais toutes, les comparaisons. Pour pouvoir, vous allez faire un grand bout de chemin sur la Hammer Clavier si vous écoutez, par exemple, l'interprétation de 2 ou 3 pianistes différents, la même œuvre. Ça va entrer dans votre cerveau, mais de façon différente. C'est-à-dire que ça va percoler, ça va entrer par perfusion aussi, puis peut-être par osmose. Alors, faire sienne une œuvre aussi complexe, un peu par procédé osmotique, en écoutant ce qu'a à en dire un pianiste, un autre, puis écoutez aussi la longue conférence, j'espère la retrouver là, sur la Hammer Clavier, c'est merveilleux ça aussi. Bonne écoute.